Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans l'invité du direct Slémat Mani, président de NCA, président de CARE, le think tank autour de l'entreprise. Slémat Mani, bonjour. Bonjour. Nous sommes dans un contexte particulier, 3 mois après le 22 février, après l'ouverture d'un nouveau cycle politique en Algérie, la révolution pacifique, qui a eu des incidences au niveau politique, on les connaît toutes, mais qui a aussi des incidences sur le climat des affaires. Et nous avons le sentiment de plus en plus que ce climat est en train de devenir un peu plus sombre de semaine en semaine parce qu'il n'y a pas encore d'issue politique. Est-ce que vous le confirmez ? Alors, confirmer, il ne s'agit pas juste de confirmer, il s'agit d'expliquer réellement ce qui se passe au niveau économique. De mon point de vue, il y a 2 plaques tectoniques qui se sont télescopées. Celle de la crise économique, qui remonte à bien plus loin que le 22 février, et celle de la crise politique. Cette crise économique, évidemment, elle est due aux décisions et à la gouvernance économique de l'Algérie qui date depuis l'arrivée de Bouteflika au pouvoir et qui s'est fortement dégradée depuis la loi de finances 2009. Donc c'est parti véritablement dans tous les sens. La situation évidemment du marché pétrolier est venue aggraver davantage la situation au cours des 2 dernières années et nous commençons à percevoir évidemment, nous avons commencé du moins à percevoir l'impact de la crise économique déjà depuis à peu près 2 ans. Comment ? Tous les secteurs d'activité. Moins de consommation ? Moins de consommation, baisse de la consommation dans les produits de large consommation. Il y a d'autres secteurs qui n'étaient pas particulièrement touchés parce qu'ils étaient aussi soutenus par l'État. Bon, la mécanique est assez particulière, surtout dans le secteur du bâtiment. Certaines entreprises continuent à bien travailler au cours des 2 dernières années. Donc ça donnait l'illusion que l'économie tournait. Mais la réalité était tout autre. On le voyait très, très bien au niveau de l'activité des produits de large consommation où les ménages ont commencé à faire des arbitrages. Arrive la révolution de la dignité, c'est comme ça que je l'appelle, parce que le peuple algérien a été humilié et touché dans son amour-propre. Ce peuple algérien décide le 22 février, évidemment, de faire entendre sa voix et je fais partie de ceux qui sont véritablement très impliqués dans ça parce que je considère que, et j'ai longtemps considéré qu'on ne pouvait pas continuer à évoluer dans un système qui était aussi oppressant et vient de se télescoper donc ce moment où ce cri de colère de la part de la rue et cette crise économique. Pourtant, la première réaction après le 22 février, dans les milieux des chefs d'entreprise, pour ceux qui subissaient le cadre oppressant que vous venez d'évoquer, c'était de dire que ça va aller mieux. La première réaction, c'était ça. Elle a été optimiste. Non, c'est pas la première réaction. C'est-à-dire que, en tant que chef d'entreprise, vous avez 2 façons de voir les choses. Soit vous les voyez sur le court terme, c'est-à-dire vous dites « Ah là là, qu'est-ce qui se passe, il y a une crise, etc. » Soit vous projetez votre entreprise et vous projetez tout ce que vous pouvez faire dans une économie qui serait libérée de l'emprise du clan Bouteflika. Et là, vous ne pouvez que sourire parce que l'Algérie est un réservoir d'opportunités extraordinaires. La non-diversification de l'économie qui a été imposée par le modèle qui a été porté par cette mauvaise gouvernance a fait qu'il y a des pans entiers de l'économie qui sont déserts complètement. Et donc, évidemment, la jeunesse va trouver où s'épanouir en notant, évidemment, qu'on accélère le processus des réformes. Donc, si on est sur le moyen et long terme, on est très très optimiste. Très optimiste. Il y a de quoi faire, mais évidemment... Mais en attendant, c'est le court terme qui s'impose. Et le court terme, c'est l'incertitude. Oui, sur le court terme, je vais dire, il y a une forme d'incertitude, mais aussi, il faut qu'il y ait une forme de prise de conscience du legs, donc de l'héritage auquel va faire face le prochain gouvernement et le prochain président qui sera installé.
La population doit être clairement informée de la situation financière du pays. La population doit clairement être informée qu'il va y avoir des scénarios qui vont lui être soumis, et ça va être des scénarios, qu'on le veuille ou non, d'austérité. Si on adopte certaines pratiques, on est dans une austérité forte. Si on adopte d'autres scénarios, on peut être dans une austérité faible. Donc on peut lisser le processus d'austérité. On peut aussi avoir une accélération forte de la croissance, mais encore faudrait-il que l'économie, l'environnement puisse absorber une croissance forte à même de faire passer ou faire avaler la pilule de l'austérité. La pilule de l'austérité va être aussi beaucoup plus facile à avaler si tout le monde comprend que tout est ouvert, vous pouvez, c'est-à-dire dans le sens où les opportunités sont offertes à tout le monde peut travailler, en autant que tout le monde veuille bien se mettre au travail et abandonne l'idée de l'État-providence dans laquelle tout le monde se complaisait depuis des années. Alors ça, c'est la contrainte court terme, moyen terme, long terme, mais dans le court terme, on a quand même eu un moment délicat dans cette avant-transition, parce que la transition n'a pas encore débuté réellement sur le plan politique, c'est le fait d'avoir retrouvé dans la case, dans le box des accusés, les deux modèles d'affaires un peu antagoniques qui ont animé les années Bouteflika. Le modèle d'affaires proche du pouvoir qu'incarne l'ancien président du conseil du FCE, M. Ali Haddad, et le modèle d'affaires plutôt détaché, en tous les cas, du pouvoir des années Bouteflika, qu'incarne M. Saad al-Barab. Tous les deux se retrouvent derrière les barreaux. Il y a un message qui a très fortement perturbé le milieu des affaires. Oui, moi j'ai vraiment le sentiment que d'abord c'est une démarche extrêmement populiste. La rue était en train d'appeler, bon, on le voyait, il y a Sadaqin Klitul Bled. C'est qui? C'est aussi bien le gouvernement que le monde de l'entreprise. N'oubliez pas que quand même les médias, qu'ils soient publics ou même privés, ont beaucoup fait pour donner une image extrêmement négative. Je ne parle pas évidemment de ce média qui lui est beaucoup plus objectif dans sa démarche. Beaucoup de médias ont porté une image extrêmement négative d'abord de l'entrepreneuriat privé. D'autre part, au cours des 10 dernières années, on a vu l'arrivée dans la société algérienne de ce qu'on appelle communément les nouveaux riches, des gens qui se sont enrichis à une allure vertigineuse sans qu'il y ait une rationalité économique à leur enrichissement. Donc forcément, c'est un enrichissement par proximité avec le pouvoir, c'est un enrichissement qui fait qu'ils ne respectent pas les règles de jeu. Nous-mêmes, dans notre secteur d'activité, on le voit très bien, il y a des entreprises qui se sont mis à faire des montagnes d'argent simplement parce qu'ils n'étaient pas soumis aux mêmes règles de jeu. Donc on a vu s'installer, avec l'avènement du clan Bouteflika, on a vu s'installer plusieurs Algéries, en quelque sorte, plusieurs Algéries fiscales, je vais les appeler. Il y a l'Algérie défiscalisée totalement, plus on est proche du soleil, plus on est défiscalisé. Voilà, donc on est passé par, disons, c'est une situation qui, j'espère, ne va pas se renouveler. Mais est-ce qu'on n'a pas quand même on n'a pas le sentiment, Slimane Toumani, que à la fin des années Bouteflika, on a restauré la défiance vis-à-vis du privé, qui était en train de disparaître. Moi, je me rappelle dans l'affaire Moumen Khalifa, au départ, enfin l'affaire avant qui est l'affaire d'ailleurs, quand il était en train de monter comme un ticone qui faisait rêver les Algériens, beaucoup d'Algériens disaient on s'en fout de l'origine de son argent, pourvu qu'il crée de l'emploi, pourvu qu'il crée une dynamique du privé. Et il y avait peut-être un peu une tendance à pouvoir accepter un peu plus le privé comme producteur de richesse. Et aujourd'hui, on a un peu le sentiment que on a régressé sur ce chantier. Oui, mais je ne sais pas si c'est quelque chose de réfléchi ou j'ai plus le sentiment que c'est quelque chose d'instinctif. Je dis bien que c'est un sentiment que j'ai, c'est pas une opinion réfléchie, analysée, etc. Ce mouvement populiste mondial vis-à-vis des forces de l'argent, etc. Évidemment que l'Algérie est aussi touchée par cette tendance qui est en train de se diffuser un peu partout dans le monde. Donc forcément, la cible la plus facile à atteindre, déjà quand il y a un changement, il y a une transition, d'abord, c'est l'entrepreneuriat privé. Même si on sait que l'après, donc la transition, ne pourra réussir, évidemment, qu'à l'aune d'une économie prospère, ne pourra réussir que si les réformes économiques sont menées, ne pourra réussir que si l'on replace l'entreprise au cœur, évidemment, de toute la production de richesse.
voilà, donc c'est très très facile de cibler l'entrepreneuriat privé. Ils l'ont fait, ils continueront à le faire, mais je pense que ceux qui ont décidé de le faire se sont trompés de priorité. Rien ne les empêchait de prendre ce qu'on appelle des mesures conservatoires sans avoir à faire tout ce cinéma qui a été mis en œuvre avec les caméras, avec la mobilisation des médias proches des restes du pouvoir, parce que de ce que j'appelle le pouvoir résiduel, même si on dit que le pouvoir dans sa totalité est toujours en place, je pense que le pouvoir a été branlé en Algérie, il y a un pouvoir résiduel, donc il continue encore un tout petit peu avec ses anciennes techniques. Je pense que ce pouvoir-là devrait prendre conscience simplement qu'il a face à lui une population qui est extrêmement mature, une population qui sait exactement ce qu'elle veut. Et aujourd'hui, ce qu'elle veut, elle veut un pays qui soit géré de façon libre, démocratique, où la justice fait son travail dans la paix et la sérénité, et où l'économie puisse s'épanouir. Il y a suffisamment de richesses dans le pays et d'opportunités pour rendre heureux la majorité des Algériens. Alors ça, c'est une quand vision... je vois le taux de chômage aux États-Unis, l'emploi aux États-Unis, quand je vois les opportunités américaines, évidemment, je peux pas comparer les États-Unis à l'Algérie, mais en termes d'opportunités, nous en avons autant. Donc je pense qu'un taux de chômage à 4% ne serait pas une utopie sur le court et le moyen terme en Algérie, tellement il y a d'opportunités. Maintenant, avons-nous les capacités? Ça, c'est une question de fond pour moi. Alors, avons-nous les capacités? On va parler des capacités dans un instant, mais en attendant, on vient quand même, on a ce sentiment qu'on vit à un moment névralgique où la confiance peut s'effriter sérieusement et on peut se retrouver dans une phase de fort désinvestissement. On voit que il y a des modèles qui sont en train d'être mis en cause. Par exemple, l'assemblage automobile, on ne sait pas si ce modèle va continuer. Il y a une forte incertitude par rapport à son avenir. Il y a d'autres secteurs où l'investissement devient plus problématique. On sait que les comités de crédit, en tous les cas pour les banques publiques, sont à l'arrêt, donc ils ne délivrent plus de crédit. Et on peut penser qu'il y a des investissements ou des opérations de trésorerie qui intéressent le privé et qui sont aussi à l'arrêt. On va parler dans une seconde des partenaires étrangers. Est-ce que tout ça, c'est quand même pas, au bout de 3 mois, est-ce que ça peut pas vriller et aller dans le sens de la décroissance et d'une stagnation? Tout à fait. C'est pas moi qui dirais le contraire. La machine est grippée. Elle tourne encore un tout petit peu. C'est comme une voiture où vraiment on a mis du sable dans le carburant. Là, elle a encore quelques kilomètres, mais inévitablement ça va s'arrêter. S'il continue à actionner le levier de la peur, s'il continue à mettre de la pression sur... On parle du pouvoir de Ahmed Gaël Saleh, parce que chez Noir Radio indique que dès qu'on dit il, c'est Ahmed Gaël Saleh. Non, on parle du pouvoir résiduel. D'accord. Du pouvoir résiduel. Si le pouvoir résiduel continue à s'entêter dans cette démarche, à vouloir faire peur au monde de l'entreprise, s'il continue à ne pas comprendre qu'il faut envoyer des signaux positifs à l'économie, il ne suffit pas d'envoyer des signaux positifs aux politiques ou dire on est pour un dialogue, etc. C'est pas ça qui va rétablir la confiance des investisseurs du monde de l'entreprise. Si on continue à penser que le secteur informel, parce qu'on a pu en parler, est finalement la soupape qui va permettre de faire avaler la pilule à tout le monde dans les prochains mois, je pense qu'on se trompe de diagnostic. Si la machine s'arrête, on n'assistera plus à des vendredis pacifiques. Si la machine s'arrête, c'est les poches qui sont vides, c'est les ventres qui sont vides, et je ne suis pas alarmiste. Alors, je dis que nous avons des solutions qui nous permettent de ne pas aller vers des scénarios du pire. Il n'y a aucune raison, absolument aucune raison, qui justifie le fait qu'on veuille gripper l'économie. Il n'y a aucune raison qui justifie le fait que quels que soient ceux qui sont actuellement aux commandes, qu'ils n'envoient pas des signaux, par exemple aux banques publiques, pour leur dire d'arrêter leur attitude attentiste et leur attitude de peur de signer des engagements pour des entreprises qui ont besoin de tourner. Tout est bloqué au niveau des entreprises publiques. Absolument tout est bloqué. Des banques publiques, pardon. Des banques publiques, tout est bloqué. Tout le monde se plaint. Ils ne se rendent pas compte qu'un cycle économique, c'est de l'argent qui tourne. En tournant, il fait tourner des marchandises et des services. Et ce cycle-là, si on l'entrave, les marchandises et les services ne vont plus tourner. Et donc, forcément, tout s'arrête. Les gens ne vont plus pouvoir payer des salaires. S'il n'y a plus de salaire, il y a des gens dans la rue. S'il y a des gens dans la rue,
c'est 30 millions de personnes dans la rue, ce n'est pas l'armée algérienne qui arrêtera 30 millions de personnes, ni la police algérienne. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Vous avez une bonne expérience de l'entrepreneuriat en Tunisie. Aussi, comment a fait la révolution tunisienne pour échapper au collapse complet après après janvier 2011? Il y a eu un moment donné, on a remis de l'argent public dans la boucle. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, on n'est pas du tout dans le même scénario. On n'est pas du tout dans. Il y avait un problème de confiance aussi en Tunisie, les investissements. Je parle même pas du tourisme, mais les investissements. Oui, mais on n'est pas du tout dans le même scénario parce que en Tunisie, c'est une famille qui s'est accaparée absolument tous les pans de l'économie et vous aviez en face la population. Alors ça, c'est le mauvais exemple pour dire que c'est pas comme la Tunisie. Hein. Non, sur ce cas, c'est vraiment, à la fin, Mais c'est pas une famille. À la fin, c'est une famille qui. On est un peu dans Ben Ali Trabelsi, hein. Ouais, un peu différent parce que là c'était une famille et tandis qu'ici c'est une famille qui maîtrisait plusieurs familles. Bon, l'Algérie c'est grand, il y a 48 wilayas. Il y avait probablement 2 à 3 familles par wilaya. Donc le système Bouteflika c'est une véritable tentacule. C'est une pieuvre qui a assis son pouvoir de cette façon-là. Et le forum des chefs d'entreprise était la face immergée de cette tentacule qui permettait de contrôler complètement l'économie algérienne. Dans le cas de Ben Ali, c'était pas ça. Il y avait 3 personnes qui contrôlaient toute l'économie tunisienne. Stop et fin. L'Algérie, d'ailleurs, il y a une question extrêmement dure, ou du moins un questionnement que j'ai personnel. Hein. Je dis pas que c'est possible, mais ce que je dis, c'est que si Bouteflika ne s'était pas présenté, avait refusé de se présenter à un 5e mandat, s'il n'y avait pas eu tout ce tintamarre et si en octobre 2018 il avait dit je me retire, dans quelle situation serions-nous aujourd'hui? C'est une vraie question. Il faut la poser la question parce que si on dit qu'on serait encore avec le pouvoir, donc on a un véritable problème. On a un véritable problème d'attente. Ouais. Mais peut-être qu'on aurait différé l'explosion, mais oui, on aurait différé. En fait, le système aurait été rattrapé par la plaque tectonique économique qui l'aurait complètement laminé. Mais ma question c'était, les Tunisiens, comment ils ont rétabli de la confiance? Parce que nous aujourd'hui, c'est la confiance. Écoutez, je vais vous étonner. Moi, quand il y a eu la révolution tunisienne, d'abord, j'ai toujours été très impliqué en Algérie et j'ai toujours dit à mes amis tunisiens, je ne veux pas regarder ce qui se passe en Tunisie, même si ma femme est tunisienne. Je ne regarde pas ce qui se passe et je n'analyse pas ce qui se passe. Je me suis juste tout simplement informé. Ça veut dire que je ne suis pas capable aujourd'hui de donner une opinion sur la Tunisie tellement, d'abord j'étais concentré sur l'Algérie, et tellement je veux continuer à être concentré sur l'Algérie. Regarder et apprendre de l'expérience tunisienne, peut-être que je vais m'intéresser à regarder, mais je sais que je vais apprendre davantage en m'impliquant davantage dans ce qui se passe en Algérie. Alors, mon focus est sur les questions économiques. Est-ce que l'une des premières règles, quand même, c'est de continuer à avoir confiance en son pays, en son économie, en ne transférant pas, comme c'est en train de se faire de plus en plus, vers Dubaï, vers d'autres plateformes, des actifs ou de l'argent qu'on a pu amasser en Algérie. Est-ce que c'est pas le premier acte patriotique que les chefs d'entreprise devraient avoir pour permettre à la machine de ne pas se gripper? Voilà. Alors, cette histoire de gens qui transfèrent, elle me surprend. Et en plus, elle est portée par beaucoup de médias. On raconte les gens transfèrent. Mais comment peuvent-ils transférer? Alors, il y a toutes les fameuses histoires de surfacturation. La surfacturation, je vous l'ai dit, existe depuis 40 ans en Algérie. C'est pas aujourd'hui elle date pas d'aujourd'hui. Transférer ses actifs à Dubaï, à droite, à gauche, aujourd'hui, c'est pas possible. Ça n'a jamais été possible en Algérie. Mis à part les processus de surfacturation ou de corruption, il n'y a aucune autre source de devises pour l'Algérien. Aucune autre source de devises. Mis à part les 120 € qu'il a par an, évidemment, pour aller s'offrir des vacances, payer des enfants, etc. Donc, c'est plus proche de 100 € maintenant. Ouais, de 100 €. Donc, en fait, le système a été organisé de telle sorte que le citoyen faute. Le système a été organisé de telle sorte que le citoyen
trouve un moyen de substitution au rôle de l'État sur un volet social que l'État n'a jamais voulu assumer. Le fait que quelqu'un veuille aller se soigner à l'étranger, le fait que quelqu'un veuille envoyer ses enfants étudier à l'étranger, le fait qu'une personne veuille aller s'offrir des vacances à l'étranger, le fait que quelqu'un veuille investir à l'étranger. Toutes ces considérations-là, l'État a dit, moi, j'en ai rien à cirer. Vous vous démerdez. Ça veut dire quoi, vous vous démerdez? Ça veut dire vous fautez. Et si vous fautez, de toutes les façons, moi je sais que vous fautez et j'en bénéficie. Combien de fonctionnaires dans l'administration ont bénéficié des largesses de la part des chefs d'entreprise quand ils vont en voyage à l'étranger? C'est même plus de la corruption. C'est-à-dire les gens ne donnent même pas d'argent, c'est devenu naturel. Allô, Siflan, je voyage, etc. Ah, tu voyages, très bien. Écoute, voilà, je vais être dans telle ville. Ok, ne t'inquiète pas. À quel hôtel tu es? Je vais à tel hôtel. Le gars, il va, il lui paye l'hôtel, il lui laisse une petite enveloppe pour le... Et c'est pas forcément des gens qui vont aller signer des contrats ou qui vont aider, mais il y a eu une forme de solidarité, et je suis désolé de le dire comme ça, hein, il y a une forme de solidarité dans ce processus de transfert de devises à l'étranger. Solidarité entre l'administration qui savait et le monde de l'entreprise qui n'avait pas d'autre moyen d'avoir accès à de la devise. D'accord? Donc, stigmatiser l'Algérien, donc ça veut simplement dire que s'il y a 20 millions de chefs d'entreprise en Algérie, il faudrait construire des prisons pour 20 millions de personnes. Et mettre tout le monde en prison. Tout le monde a fauté, tout le monde une fois a fauté. Déjà, l'acte d'aller changer à Square Port Saïd, en lui-même, est un acte délictueux qui mérite une pénalité. Bon, alors, voilà. on va dire un mot... Donc, je veux revenir à un point et je finis. La confiance est fondamentale. J'étais venu dans une de vos émissions où j'avais abordé la question de la convertibilité, sans être technique, et je ne suis pas technique sur la question, mais en disant qu'il faut qu'on trouve un moyen, de rétablir la confiance. Et ça, c'était il y a 1 an. Aujourd'hui, nous sommes encore dans une situation d'abord de rétablir la confiance, mais la confiance s'est encore détériorée. La relation entre le résidu de pouvoir, le reste de gouvernement et le monde de l'entreprise s'est encore plus détériorée. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, l'entreprise a fait ce qu'il fallait. Les chefs d'entreprise veulent travailler, ils veulent investir, ils veulent créer de l'emploi, mais ils veulent un environnement des affaires qui les incite à investir, à créer de l'emploi. Ils veulent se sentir en confiance, ils veulent se sentir bien dans leur pays. Pourquoi les Marocains et les Tunisiens investissent dans leur pays, se construisent des résidences secondaires, ils reçoivent des étrangers en vacances chez eux, pourquoi ils aiment rester chez eux, pourquoi nous avons, nous, systématiquement envie de partir? Mais c'est une véritable question. C'est qu'en face, nous avons un système qui ne nous donne pas envie de rester, qui nous fait peur en permanence. Il nous fait peur depuis 1962. Moi, j'ai 62 ans. J'ai été élevé où j'entendais à longueur de journée, fais attention, ils sont méchants, fais attention, ils font peur, fais attention. Et c'est vrai. Et je n'ai jamais vu la preuve du contraire. Bien au contraire, je n'ai systématiquement vu que des comportements qui sont répressifs. Là, je vous racontais cette semaine, des jeunes qui étaient à l'aéroport, qui passaient juste le contrôle de police avant de monter dans l'avion. La façon dont ces jeunes ont été traités par les officiers de police est purement scandaleuse. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas rester stoïque et calme face à une situation pareille. Si j'étais jeune et que j'avais 20 ans, je me révolterais 10 fois plus qu'il ne se révolte. Ce que vous dites là, et encore une fois, je le dis et je le redis, le pouvoir ou le reste de pouvoir qui est en place aujourd'hui a de la chance d'avoir une population en face de lui qui est aussi consciente de la nature du pays dans lequel elle est, qui est consciente de ce qu'elle peut faire de son pays et de la sagesse qu'elle affiche. Ça doit changer. Le pouvoir doit absolument tendre la main et il doit s'en aller tranquillement comme lui demande le peuple et il doit accompagner un processus de transition. Nous avons besoin de calme, de sérénité pour rétablir l'économie et la remettre sur les rails et remettre aussi le pays entier sur les rails. Slimane Toumani, dans ce processus de transition qui, d'une façon ou d'une autre, devrait finir par démarrer parce qu'il n'y a pas d'autres issues, sûrement pas l'issue que nous a proposé le chef d'état-major de rester dans l'intérim constitutionnel.
Il y a un grand absence, ce sont les chefs d'entreprise. Le FCE s'est éliminé de lui-même en étant le support principal des années Bouteflika, notamment sur la fin. Est-ce que comment on peut envisager de faire jouer à nouveau un rôle institutionnel, civique et constructif, je dis pas politique, mais constructif, dans le cadre de la société civile, aux chefs d'entreprise, compte tenu de l'état délabré de ces organisations aujourd'hui qui ont toutes émargé, je dirais, au cachère. Tout à fait. En fait, le constat est très rapide. Quand on voit comment sont structurées les organisations professionnelles et patronales, il y en a qui sont très bien structurées, qui ont très bien compris leur rôle, mais là où le bas blesse, c'est au niveau des organisations patronales, c'est que elles se sont senties investies d'une mission, c'est juste soutenir le régime. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est voulu par le régime, à l'image du forum, qui est devenu un instrument entre les mains du clan Bouteflika. Bon, partant de ce constat, personnellement, je me suis dit que il faut absolument recréer une autre structure qui vienne justement accompagner les organisations professionnelles et patronales dans leur réflexion, dans leurs demandes, dans leurs plaidoyers, qui viennent faire une synthèse, qui viennent créer de la cohérence dans la demande du monde de l'entreprise. Parce que aujourd'hui, les demandes du monde de l'entreprise ne sont pas cohérentes. Pourquoi elles ne sont pas cohérentes? Parce qu'elles ne concernent en général qu'un secteur d'activité. Donc, comment cette demande ou ce plaidoyer vient s'inscrire dans la vision consensuelle qui a été acceptée par le gouvernement et par la société en général, quelle Algérie nous voulons demain, comment la demande de ce secteur d'activité vient s'inscrire dans la vision Algérie que nous avons de demain, il n'y a pas de cohérence dans ces plaidoyers. Pour qu'il y ait de la cohérence, il faut qu'il y ait un étage intermédiaire qui n'a jamais existé en Algérie et que je pense nous comptons créer. Cet étage intermédiaire va venir construire la cohérence. C'est-à-dire, il va venir dire, écoutez, vous êtes des associations professionnelles, vous êtes des organisations patronales, vous êtes des chefs d'entreprise qui ne sont pas encore structurés. Nous, ce que l'on vous propose, c'est de venir. On va créer une association qui va vous inclure, vous allez fédérer autour de cette association, vous allez garder votre autonomie, vous allez garder votre liberté, mais dès qu'il y a des plaidoyers, nous allons s'assurer ensemble de la cohérence de vos plaidoyers et avoir un vis-à-vis avec des pouvoirs publics qui peut critiquer, discuter librement des propositions faites par les pouvoirs publics, des textes de loi, de la fiscalité, de la loi de finances. Parce que, imaginez l'association des producteurs de boissons. On lui dit, tu dois discuter de la loi de finances. Mais la loi de finances discutée par l'association des producteurs de boissons ne va être qu'un angle de vue de la part des producteurs de boissons. Elle ne va pas représenter une vraie vision de la fiscalité que souhaitée par le monde de l'entreprise dans sa globalité. Et nous serions capables de faire ça. Je retiens un mot, Slimane Toumani, oui. C'est fédérer. C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit de fédérer l'existant? Est-ce qu'il y a suffisamment d'organisations professionnelles ancrées dans leur métier, dans leur on va dire, bassin d'emploi et bassin d'activité pour ensuite arriver à construire un modèle fédératif? Il y a beaucoup d'organisations, d'associations, aussi bien nationales que régionales. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est que, d'abord, tout le monde va se parler librement. Tout le monde sait qu'il son message va s'inscrire dans un plaidoyer cohérent, que ce soit pour discuter de l'emploi, que ce soit pour discuter de la formation, que ce soit pour discuter des problèmes environnementaux, que ce soit pour discuter de fiscalité ou de logistique ou autre. Chacun va savoir que son plaidoyer s'inscrit dans une vision globale. Chacun. Ça, c'est pas du tout le modèle du forum des chefs d'entreprise. Non, pas du tout. Vous allez avoir chaque chef d'entreprise va se dire, mon secteur d'activité n'est pas organisé. Je sais qu'il y a un lieu où je peux m'incuber, donc m'installer pendant le temps de la naissance de mon association professionnelle ou patronale, et ensuite je vais pouvoir voler de mes propres ailes, mais je vais pouvoir pas discuter avec les pouvoirs publics, parce qu'il s'agira pas de discuter juste avec les pouvoirs publics, non, mais pouvoir comment je peux ajuster, faire des arbitrages avec d'autres secteurs, parce qu'un secteur peut être en contradiction avec un autre, etc. Et ensuite, avoir vis-à-vis des pouvoirs publics une voix
qui soient cohérentes, concertées, qui tiennent la route, et on peut défendre des positions. Et d'ailleurs, l'idée, c'est d'avoir à la tête d'une institution de ce type-là un personnage indépendant, c'est-à-dire pas un chef d'entreprise. On ne voudrait pas avoir un chef d'entreprise qui soit exposé, compte tenu de la mentalité qui prévaut encore dans le système algérien. On n'est pas en Suède, on n'est pas dans des pays évolués. Ce chef d'entreprise-là, par moment, il va avoir des débats houleux. Enfin, c'est pas ce chef d'entreprise, du moins cette personne désignée. Cet ambassadeur du monde de l'entreprise va avoir parfois des débats houleux avec ses collaborateurs qui vont être des experts, des juristes, des fiscalistes, etc. Vont avoir des débats houleux parfois avec les pouvoirs publics pour défendre la position du monde de l'entreprise. Ce débat houleux ne doit pas rendre la personne comme cible du pouvoir, ce qui est très facile ici. Alors, n'oublions pas que les choses ne vont pas changer du jour au lendemain. Donc les réflexes et les comportements ont la vie longue. Et alors là vous êtes révolutionnaire sur ce projet, je peux vous le dire, pour être dans le projet de la société civile. Pourquoi ? Parce que vous dites pas il y a eu une rupture avec le 22 février et puis bon, le FCE c'est mort parce que ça a marché avec le 5e mandat avec Bouteflika. On crée une autre organisation patronale sur le même modèle. Vous réfléchissez à refonder complètement le modèle d'organisation, un peu comme le suggère le mouvement populaire. Créer une deuxième république, refonder toutes les institutions de la République. Vous êtes un peu sur la même démarche. Hirak entrepreneurial. C'est un hirak entrepreneurial. Mais le chantier est beaucoup trop ambitieux. Peut-être que ça va prendre beaucoup trop de temps. Non, je ne pense pas que ça prendra beaucoup de temps. Ce matin, j'ai eu une réunion où j'ai regardé. Vous savez, quand on a une vision claire et qu'on l'exprime clairement, le déroulé est beaucoup plus rapide. Est-ce qu'il y a des modèles à l'international dont vous vous inspirez ? Il y a beaucoup de modèles à l'international qui sont bâtis sur cette forme-là et de bons modèles. Donc c'est la forme fédérative, confédérative. Mais c'est la forme confédérative et l'avenir. La vie, c'est, je vous le disais tout à l'heure, mutualisant. Il faut mutualiser. Il faut tout mutualiser. Moi, mon secteur d'activité, je me plains du fait que dès le début, il n'était pas dans une logique de mutualisation. Mais c'est normal parce que ce qui était proposé, c'était d'un enrichissement rapide à ceux qui allaient à travers l'ANDI poser des projets, etc. Bon, enfin, c'est un peu compliqué à expliquer, mais tout doit être mutualisé. La meilleure façon d'optimiser aujourd'hui, par exemple, l'outil de production Algérie, je parle Algérie, c'est-à-dire tout outil de production confondu, c'est de mutualiser. Ça, c'est ce que font les clusters. Mais c'est ce qu'il faut faire. Il faut mutualiser. Et s'il y a des entreprises qu'il faut fermer, il faut accepter de les fermer. Il faut accepter. Je parle pas des entreprises publiques, je parle même des entreprises privées. Très bien. Alors ça, c'est différent que du projet dont on a entendu parler, qui était un projet nouveau patronat versus FCE. Donc ceux qui sont mécontents du FCE vont se retrouver dans une nouvelle initiative. C'est tout à fait autre chose. Ça, c'est tout à fait autre chose. Alors, je dis à ceux qui veulent créer un nouveau patronat sur le modèle du FCE en étant ceux qui sont contre ou mécontents ou pas contents. En le dépolitisant, par exemple. Ils peuvent le faire. Il n'y a aucun problème. Même le FCE adhérera à ce chapeau fédérateur de tout ce qui existe. Il ne faut pas qu'il y ait de tabou là-dessus, quel que soit ce qu'ils ont été. Il y a même, vous savez, dans certains pays, il y a même des structures syndicales qui sont adhérentes d'un chapeau fédérateur du monde de l'entreprise. Pourquoi ? Parce que on fédère tout ce qui est générateur d'emplois. Si je vous pose la question, qu'est-ce qui crée des emplois ? Votre réflexe immédiat, et de n'importe qui à qui je poserai la question, c'est de dire c'est l'entreprise. Or, je dis non, c'est faux. Ce qui crée de l'emploi, c'est l'entreprise. Ce qui crée de l'emploi, c'est l'administration. Ce qui crée de l'emploi, c'est les entreprises publiques. Ce qui crée de l'emploi, c'est le secteur de la santé. Ce qui crée de l'emploi, c'est l'éducation. Ce qui crée de l'emploi, c'est le secteur informel. On l'oublie. Donc, tous ceux qui créent de l'emploi sont le bienvenu. Si demain matin, les gens du secteur informel veulent s'organiser, d'ailleurs, je vais vous raconter une histoire avant de finir, très intéressante sur le secteur informel en Chine, tous ceux qui créent de l'emploi et qui veulent s'organiser, ils ont un chapeau fédérateur à travers lequel ils peuvent porter leur plaidoyer et s'inscrire dans la politique du gouvernement. Pour finir, je vous prends une aventure chinoise. Un investisseur a réussi quelque chose en Chine assez étonnant. C'est un investisseur étranger. Il a été voir le gouvernement chinois et il leur a dit, écoutez, vous avez un problème avec l'informel. Mais vous avez quelque chose de très intéressant, c'est que les Chinois n'aiment pas acheter les produits chinois, ils aiment le produit d'origine. Alors, ce que je vous propose, comme il y a beaucoup de contrebande sur les produits d'origine et les produits chinois sont rejetés, nous allons créer des magasins en ligne et des magasins aussi physiques où le Chinois peut acheter des produits d'origine.
dédouaner. Ça veut dire que donc il va être contre le commerce informel. Mais ces magasins en ligne et ces magasins physiques vous appartiennent à vous, gouvernement chinois, en association avec moi. Moi, je suis petit investisseur avec vous. Moi, je mets 25% de la mise, vous mettez 75%. La seule chose que vous prélevez, vous, en tant que gouvernement chinois, vous prélevez vos dividendes à la fin de l'année, mais vous allez juste mettre un timbre sur le produit original, une patente. C'est tout ce que vous allez faire. Eh ben, le gouvernement chinois a accepté. C'est-à-dire que le gouvernement chinois laisse l'informel, mais il le bat à travers une façon de faire qui pourrait chez nous paraître illégale. Parce que c'est le gouvernement qui dit, moi, tous les produits que j'importe, je les importe sans payer de droits de douane. Et c'est moi qui décide. J'ai décidé, et j'ai mon associé, moi, étranger, et on ne paye pas de douane, et on va vous battre, nous, vous, l'informel, qui passez par des réseaux de contrebande. C'est incroyable. Ça veut dire qu'il y a des gens qui réfléchissent. Donc, imaginez un pôle où vous pouvez porter le plaidoyer de gens qui sont dans l'informel. Je parle pas de l'informel, évidemment, de la contrebande d'or, de diamants, bien sûr, on est sur de hashish. Des produits qui sortent des usines ou qui sont importés. Quoique, je vais être encore un peu provocateur. Quoique, actuellement, dans le monde, je regardais hier, par curiosité, j'ai regardé ce qu'on appelle l'activité de production d'huile de cannabis. Et j'ai vu qu'il y avait 10 entreprises cotées à la bourse de New York de production d'huile de cannabis. Les investissements sont en milliards de dollars, les gens sont en train de se faire beaucoup d'argent, de créer beaucoup d'emplois autour de cela, d'accéder à de la technologie. C'est un produit tel qu'il est fabriqué, qui répond à certaines normes précises et qui peut être bon pour la santé. Donc je ne comprends pas pourquoi cette région du monde qui est le Maghreb, qui pourrait être un acteur majeur dans la production de cet ingrédient et qui n'a absolument aucun effet hallucinogène, pourquoi nous devrions nous exclure de la course mondiale à ce type de produit. Slimane Toumani, pendant la période où ce projet, vous allez construire ce projet donc de fédération des acteurs de l'emploi, de l'entreprise et tout ce qui permet de créer de la richesse, votre voix en tant que chef d'entreprise risque d'être absente dans le processus de transition. Vous avez quand même des points de vue sur cela. Vous souhaitez qu'elle soit rapide? Sur cette transition, moi je souhaiterais qu'elle soit rapide. Je souhaiterais qu'en parallèle, et c'est ça ce qui me gêne actuellement, c'est qu'il y a beaucoup de discussions sur le sujet politique, il n'y en a pas suffisamment sur le sujet économique. Au niveau de Caire, on organise une rencontre normalement le 12 juin, si tout se passe bien, sur les transitions économiques. On fait venir des gens de l'étranger pour nous raconter un peu comment se sont passées les transitions économiques. Mais je trouve que les transitions économiques dans les pays de l'Est, dans des pays de l'Est, qui sont passés par des, exactement, qui sont sortis de modèles un peu semblables. Semblables au nôtre. Je trouve que nous on ne fait pas assez pour adresser la problématique, ou du moins la gravité du problème économique auquel nous sommes en train de faire face, et on n'en parle pas assez, on n'intervient pas suffisamment. Il y a juste des phrases alarmistes, mais il n'y a pas un groupe de personnes. J'ai essayé honnêtement de mobiliser un groupe de personnes, mais on est toujours dans une logique d'ego. Un tel ne veut pas s'asseoir avec un tel, l'autre ne veut pas s'asseoir avec l'autre il veut dire cette phrase tout seul. Mais ça n'a jamais suffi à vous décourager. Non, mais je vais pas me décourager, mais je compte beaucoup, et c'est le message que j'envoie. Mettez vos égos de côté. Assoyons-nous. Moi, je suis pas un économiste, mais les grands spécialistes de l'économie algériens ou algériens vivant à l'étranger, s'il vous plaît, on vous tend la main. Venez, asseyez-vous ensemble, mettez vos égos de côté et produisez un document, un livre blanc, 3 pages, 4 pages ou 1 page, peu importe, qui ait l'air d'une feuille de route, qui dise, écoutez, voilà, rapidement, vous devez faire A, B, C, D, E, F, rapidement, pour ne pas avoir à subir le choc. Parce que, encore une fois, je répète, celui et le gouvernement qui va prendre les rênes de la transition va faire face à un tsunami. Donc, il faut pas le laisser arriver, s'installer et dire, bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Non, il faut qu'il arrive avec dans sa main, d'abord, une feuille qui dise, voilà ce que je vais faire concernant l'économie, et vous êtes tous d'accord, et je vous l'ai dit, et deuxièmement, voilà dans quel état je ne donne pas de quitus à la bande à Bouteflika, parce que voilà dans quel état ils ont foutu le pays. Donc, c'est simple. Et ce serait même dans l'ordre inverse. Ou dans l'ordre inverse, il commence par dire, ouais. Et il faut qu'il y ait, et ça c'est très important, pour finir,
une communication la plus intensive possible et à tous les niveaux de la population pour expliquer dans quel état c'était et ce que va faire l'État pour justement amortir le choc de la crise économique, surtout sur les gens à faible pouvoir d'achat. Et ce n'est pas du populisme. Il faut bien raconter aux gens qui ne vont plus rien avoir ou qui vont faire face à des situations difficiles comment on va les aider, comment on va les accompagner. Il faut qu'ils aient des idées claires. Il ne faut pas attendre qu'ils soient installés pour dire bon, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que si on accepte cet état de fait, on va droit dans le mur. On va avoir un Hirak bis, mais un Hirak agité, hein. Ça c'est sûr. Complètement. Merci beaucoup, Slimane Atmani, d'avoir été notre invité ce matin. Merci de m'avoir invité. Franchement, j'ai toujours beaucoup de plaisir à venir ici. Voilà. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.